la marge de l'histoire, c'est pas les races. Il n'y a qu'une race au monde. Donc moi, je refuse la racialisation du débat. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview du rôle de l'homme ou de la femme politique. Nous sommes aujourd'hui avec Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Vous êtes né en 1962 dans la Nièvre. Après des études de droit et à Sciences Po, vous avez exercé le métier d'avocat. Votre engagement au Parti socialiste vous a fait élire député en 1997 en Saône-et-Loire. Vous avez soutenu et donc été le porte-parole de Ségolène Royal en 2007. Et puis vous êtes présenté à plusieurs élections présidentielles également, pardon, pas à l'élection présidentielle, mais à la primaire socialiste de 2011 et de 2016. Vous avez exercé un poste au ministère du redressement productif sous le quinquennat de François Hollande. Depuis 2018, vous êtes entrepreneur, vous avez un engagement fort pour le Made in France, notamment avec une marque de miel, Bleu Blanc Ruche, et plusieurs projets annexes dont on aura, j'espère, l'occasion de parler un petit peu. C'est une carrière qui a plusieurs facettes. Ma première question est classique de cette interview, mais j'aimerais avoir votre avis. Quel est, selon vous, le rôle du représentant politique ? De s'occuper des autres. Il n'y a pas d'autre formule, je crois, pour résumer les choses. La politique, c'est autrui. On ne s'occupe pas que de soi ou des siens. On s'occupe de l'organisation de la société, on a une vision des choses. Alors, elle peut être guidée par diverses sensations ou sentiments. Un jour, un événement dans votre vie provoque de votre part la sensation que vous n'êtes pas seul au monde et que vous devez élargir votre action à plus large que vous-même ou de votre vie quotidienne. Quel a été pour vous cet événement ? Alors moi, c'est arrivé avec finalement la tradition familiale. Je suis issu d'une famille de gens qui ont participé au combat de la décolonisation. Donc la question évidemment de l'indépendance, du racisme, toute l'histoire de la guerre d'Algérie, dont mes parents sont issus, tous jouaient un rôle, de part et d'autre d'ailleurs. Et donc ça, c'était la transmission inconsciente sur le plan familial. Et puis après, je suis entré dans la vie active, je suis devenu avocat. Et comme avocat, j'ai parfaitement mesuré que essayer de défendre le monde selon les lois régnantes n'avait aucune chance d'aider des gens qui étaient victimes d'injustice, parce que l'injustice existe. C'est une réalité de la société. Et donc à un moment, faut changer les règles. Donc si vous changez les règles, il faut faire la loi. C'est comme ça que je suis devenu député. Tout simplement. Et puis après, on essaie de voir aussi grand que possible pour essayer de transformer, selon ce qu'on croit juste, nécessaire, l'ordre des choses ou le désordre des choses. Alors chacun a un jour une confrontation avec la réalité qui l'amène à s'interroger sur qu'est-ce que je fais moi ? Kant, une très belle phrase, il dit il faut universaliser son comportement. Qu'est-ce qui se passe si tout le monde fait ce que je fais ? C'est-à-dire rien. Comment le monde va mal aller. Donc chacun a une part de responsabilité par rapport à l'altérité, autrui, altérité, c'est-à-dire qui est l'autre et pourquoi on s'occupe de lui. Il y en a qui s'engagent dans les ONG, les organisations non gouvernementales, dans les associations caritatives. Vous-même, vous avez organisé un média, d'autres créent des entreprises, parce que l'entreprise, elle change le monde aussi à sa manière. Voilà. Ça a été votre cas, du coup. Quelle est un peu l'ambition que vous portez avec Bleu Blanc Ruche et puis le Made in France ? D'abord, le Made in France, c'est-à-dire qu'on apporte la preuve qu'on peut produire sur notre territoire en étant un prix raisonnable, accessible, avec des produits de qualité, et qui organise ce que moi j'appelle le partage de la richesse avec le producteur. Dans l'alimentation, on a méprisé et piétiné la fonction nourricière de notre société, les agriculteurs.
qui se suicident, comme disent, ils sont pas loin de la corde, ou meurent à petit feu. Plus qu'ailleurs Plus qu'ailleurs, puisqu'on a une perte du nombre d'exploitations agricoles qui est considérable. Il y a 30 ans, il y avait 4 millions d'agriculteurs encore, et maintenant, il y en a 350 000. Aujourd'hui, on n'arrive pas à remplacer. Donc, qui va nous nourrir? Qui va nous nourrir? Et on importe 65% des fruits et légumes. Donc, le Made in France, c'est qu'il faut produire plus ici pour nos propres besoins. C'est le circuit court. Et puis surtout, pour ça, il faut organiser différemment le partage de la valeur. Donc, quand on a créé Bleu Blanc Ruche, on a dit on va payer les apiculteurs qui travaillent dur pour des miels de qualité dont l'origine française est garantie, origine France garantie. Eh bien, on les paye entre 5 et 18% plus cher que le marché. Donc tous les ans, on négocie des prix beaucoup plus pour mieux honorer leur travail et puis le travail des abeilles, puisque en contrepartie, les apiculteurs s'engagent à augmenter leur nombre de ruches et à augmenter leur cheptel. Donc c'est une mission finalement qui est, certes, c'est une entreprise, on gagne de l'argent, on emploie des gens, mais c'est surtout une mission d'intérêt général. Et qu'est-ce qui vous a poussé vers le secteur primaire, vers l'agriculture? Vous qui étiez plutôt sur des dossiers, dans votre précédent emploi au ministère, des dossiers industriels, ArcelorMittal, Alstom, etc. Moi, je suis un enfant de la campagne. Je suis né dans le milieu rural, j'y ai grandi. J'ai vécu longtemps, mes 20 premières années avant de réussir mes études supérieures à Paris. Donc, je me suis déraciné vers la capitale. Je suis un enfant et ma famille est originaire de la campagne. Et quand j'ai été élu, j'étais au milieu des vaches et des champs, parce que j'étais un élu des champs, député des champs. Député des villes, puis député des champs. Moi, j'étais député des champs. Et Didier Deschamps aussi. Alors ça, lui, il est sympa. Même s'il n'est pas forcément des champs. On a fait le job. Pendant toutes ces années où j'étais parlementaire, 15 ans, j'ai vu l'agriculture s'effondrer. Ça m'a beaucoup bouleversé, c'est vrai, et c'est une raison de mon engagement actuellement dans La Mémère. La Mémère, c'est la première marque de glace équitable, 100% bio, fabriquée par le paysan, en circuit ultra court. Même chose où on plante des amandiers chez les arboriculteurs pour faire de l'amande made in France, qu'on importe 80% de ce qu'on consomme comme amande de bouche ou de la pâtisserie, on l'importe de Californie. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat en France, la French Tech, il est beaucoup porté justement sur le digital. C'est vrai que vous tranchez un petit peu avec ça. Quel est votre avis sur l'entrepreneuriat en France aujourd'hui, sur la French Tech? Je sais que le portefeuille numérique que gère aujourd'hui le secrétaire d'État Cédric O était quelque chose qui était proche aussi de vos fonctions ministérielles. Votre avis aujourd'hui? La French Tech, c'est moi qui l'ai créée, donc si vous voulez, je ne veux pas vous dire que c'est une mauvaise idée. Il y a 10 ans, un peu moins, 8 ans. Bon. Mais quels sont les résultats? Où en est la Startup Nation? Ceux qui ont réussi, ils ont vendu, et généralement à l'étranger. Donc c'est des boîtes qui disparaissent. Et puis après, il y a le système de la perversion de la levée de fonds, où il n'y a pas de chiffre d'affaires, mais il y a des levées de fonds successives. Donc on se demande finalement si c'est un bon investissement que d'investir exclusivement dans le numérique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réinvestir tous les secteurs, en imaginant d'ailleurs d'y accomplir une révolution technologique, puisqu'on est dans une vague technologique mondiale, donc dans l'agriculture, dans l'industrie. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de décarboner tous les processus de production. On est en train de s'adapter dans le marketing à la digitalisation des usages. Voilà, une révolution énergétique, une révolution numérique, avec deux familles technologiques. Donc ça suppose que toutes les activités, et pas seulement de services digital avec le téléphone, mais toutes les activités vont être transformées. Donc c'est là qu'il faut investir. Et c'est ce qu'on fait nous dans l'agriculture, mais on pourrait le faire dans l'industrie, dans les services, dans beaucoup de choses. Et c'est une des raisons pour lesquelles je trouve que la Startup Nation, qui est un slogan, mais aussi une réalité d'entreprise, à mon avis, un peu trop subventionnée par l'investissement privé ou public, est trop orientée sur les services et pas assez sur l'économie des territoires, par exemple. En parlant d'économie et de secteur privé, d'investissement,
vous êtes pour l'annulation d'une partie de la dette publique française, aux côtés d'autres personnes. Il y a certains économistes, c'est un débat assez vif en ce moment. M. Mélenchon le soutient également. La question de l'annulation des 25% de la dette publique française qui est détenue par l'Eurosystème, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne et les autres banques nationales, est-ce que ce n'est pas un petit peu opportuniste d'en parler aujourd'hui alors que ça fait des années que, même avant la crise Covid, que la dette française est à un niveau très proche du PIB. Est-ce que c'est en vue d'une élection prochaine Je vais prendre le problème différemment, si vous me le permettez. On a devant nous à investir des centaines de milliards dans la transformation de l'agriculture, de l'industrie et la renaissance de la production sur place. Pourquoi ? Parce qu'on importe du CO2. Quand vous achetez un produit chinois, vous importez du CO2. Alors vous avez de belles lois environnementales, mais enfin, on a tout délocalisé. Donc notre bilan carbone est bon, mais enfin, il n'est pas bon dans les importations. Donc il faut produire et relocaliser les productions dans tous les secteurs de nos besoins le plus possible. Et donc ça suppose des investissements massifs. Est-ce que l'endettement, le niveau de dette privée aujourd'hui, permet aux entreprises de procéder à ces investissements ? Réponse, non. Le niveau de dette privée dans les entreprises est énorme. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dette Covid dans les entreprises qui a été créée par l'État, les prêts garantis d'État dans toutes les boîtes. Il y a 130 milliards qui se baladent dans le bilan de toutes les boîtes PME. Et vous avez aujourd'hui à peu près entre un quart et un tiers des chefs d'entreprise qui disent on ne sait pas comment on va rembourser. Donc déjà, il y a un problème de dette. Ça n'est pas possible. Donc il va falloir trouver une solution pour lever cette dette. Et la ramener où ? Qui va la lever ? L'État. Donc c'est l'État qui va prendre cette dette. 120 milliards de plus. Et il y en a 500 milliards qui ont été créés dans la dette, ce qu'on appelle la dette Covid-19. Comment on fait pour la rembourser ? Par ailleurs, si les taux d'intérêt augmentent, c'est encore pire. Et ils sont en train de bouger à la hausse. Pourquoi ? Parce que ça a une fin, l'argent gratuit, et même à prix négatif. Tu dis les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas aujourd'hui qu'il y a 10 ans. On rembourse 40 milliards d'euros par annuel. Jusqu'à quand ? Oui, à voir. Bon, ça, c'est les taux d'intérêt américains viennent de remonter. Donc jusqu'à quand ? Il n'y a pas de garantie. C'est pas éternel. L'argent gratuit, c'est pas éternel. Donc on est dans une situation qui est une impasse. Donc on peut se raconter l'idée que on va rembourser, c'est pas vrai. Donc autant dire ce que nous allons faire et ce qu'il faudrait faire. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on trouve de l'argent pour investir. Or là, ni la dette, la dette privée et la dette publique ne nous le permettent pas. Donc il va bien falloir qu'on gère la mutation de toute la société française et particulièrement de l'appareil productif français. Il suffit juste que la Banque Centrale Européenne entrepose ça et perpétualise la dette quelque part et autorise à décharger les bilans des entreprises et des États pour pouvoir se réendetter pour investir, parce qu'on a besoin de dette. Mais il y a quand même quelques problèmes, quelques obstacles en tout cas à ça. Les obstacles, c'est des obstacles politiques. Oui, alors la Christine Lagarde, présidente de la BCE, s'y est fermement opposée en février à cette annulation-là. Il faudrait l'accord, il faudrait modifier sans doute les traités, les critères de Maastricht. Mais non, mais les critères de Maastricht et les traités ne sont plus respectés par personne. Non, en effet. Alors, oui, les traités dont on nous parle, dont on a fait un objet religieux et de prosternation, tout le monde se prosterne, Maastricht, bon, très bien, c'était il y a 30 ans, voilà. Mais ils ne sont pas respectés. Les Allemands et les Pays-Bas, par exemple, Non, mais ils ne sont pas respectés aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ça ne marche pas. Tout simplement. Donc la bonne règle, c'est une règle qui est applicable. Ce n'est pas une règle qu'on piétine quand on n'a pas besoin ou quand on en a besoin et qu'on rétablit parce qu'on a besoin opportuniste. Pour parler un petit peu d'un autre sujet, juste une question qui m'intéresse, c'est un dossier comme ArcelorMittal. Je me suis toujours demandé quels étaient les leviers qu'avait un gouvernement pour faire pression sur une entreprise, pour lui imposer tout simplement de trouver un repreneur et de ne pas simplement fermer une usine. Comment on gère ça ? D'abord, déjà, de ne pas lui vendre. Bloquer la vente. Qu'est-ce que vient faire M. Mittal chez Arcelor ? On n'aurait jamais dû lui laisser l'acier. On était la première entreprise mondiale dans l'acier. Européenne d'ailleurs, de taille européenne.
Et donc on a laissé M. Mittal, qui est une entreprise familiale de droit anglais, prendre le contrôle de nos installations. Erreur. On a fait la même chose avec Péchinet, on a recommencé avec Alstom, on a continué avec Alcatel, ça a continué avec Technip, ça se poursuit avec Lafarge, mais qu'est-ce qui va nous rester à la fin? Ben voilà, rien. On est en liquette, cher ami, en liquette. Donc, bloquer tout ça, et moi je suis pour la renationalisation. L'acier, c'est nous qui l'avons construit. On l'a déjà renationalisé. On l'avait déjà nationalisé sous Giscard. La famille Wendel avait perdu ses outils. C'est Giscard qui l'avait fait. Et barre. Bon, franchement, on pouvait en nationaliser. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Sarkozy avec Alstom. Il a nationalisé Alstom. Bah alors, quel est le problème? Tous les pays ont nationalisé. Donc, quand vous voyez des prédateurs qui se jettent sur des outils industriels stratégiques dont on a besoin pour notre futur, il faut les bloquer. Quand on parle de prédateurs, vous parlez des Américains qui ont dépiécé Oui. Alstom. J'ai une vidéo d'ailleurs très très intéressante de Thinkerview avec Frédéric Pierucci. Vous êtes intervenu aussi sur la chaîne YouTube Thinkerview, j'espère qu'on en parlera après. Donc Alstom, fleuron français qui a été victime d'un rachat opportuniste par General Electric après avoir été victime de l'extraterritorialité du droit américain. En fait, le vrai sujet, c'est dans cette histoire, dans une histoire comme celle-là, quand on perd un fleuron comme Alstom, c'est pourquoi? Les dirigeants se sont vendus. Quel est le prix de la trahison de la France? Parce que c'est pour ça que les grandes puissances font leur marché sur la France. Parce qu'ils savent qu'il y a des dirigeants qui se laissent vendre. Entre 10 et 15 millions. Bon. Et si vous avez un État qui ne dit pas « stop, là je vous bloque », ben ça donne ça. Donc, des dirigeants corruptibles, et 2, un État faible. Et moi, j'ai beaucoup souffert au gouvernement de la faiblesse. Alors, c'était de mes chefs, mais c'était la faiblesse dans laquelle on ne voulait jamais intervenir. Vous l'avez quitté aussi. Bien sûr, ça. Est-ce que cette nationalisation, ce contrôle de l'État sur les entreprises, c'est quelque chose qui est inspiré également de modèles asiatiques? Je pense à la Chine qui, depuis 10 ans, a fait un bond phénoménal dans tout un tas de domaines scientifiques, technologiques, économiques, militaires. La Chine qui est un pays très très protectionniste. J'entendais récemment le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, qui parlait de l'œuvre millénaire du Parti communiste. Est-ce qu'en France, on a est-ce qu'en France, on a une vue trop courte? Est-ce que la planification, c'est quelque chose qui a mauvaise presse à cause de la chute de l'URSS, mais qui en réalité serait peut-être plus pertinent, justement, voir dans le temps long? Non, mais vous posez les bonnes questions. C'est-à-dire que les Chinois ont inventé un mélange de capitalisme d'État, mais très brutal comme capitalisme, hein, pour les salariés, comme pour les adversaires sur les marchés mondiaux. Et ils entendent se hisser à la première place, qu'ils sont en train d'obtenir face à l'Empire américain. Les deux empires organisent leur lutte, qui peut dégénérer d'ailleurs. Et nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait? La planification, c'est ce qu'on fait dans les entreprises. Moi, je fais des business plans. Quel est mon plan d'affaires? Qu'on ne respecte pas toujours. Mais c'est pas grave. On ne respecte pas toujours, les Chinois ne respectent pas toujours leur plan, mais ils ont une vision moyen terme, ils savent où ils vont, ils ont des objectifs, ils essaient de les remplir. Nous, au doigt mouillé, hop, qui fait ce qu'il veut? Tout le monde. Donc l'État a une responsabilité sur l'intérêt commun. Les entreprises sur l'intérêt de l'entreprise. Qui gérera et dira où doit aller le commun, le bien commun. C'est à l'État de le dire et de prendre les mesures pour ça. Donc, si on dit, écoutez, on a besoin de remplacer, par exemple, mettre fin au pétrole d'ici 2050, plus de pétrole, c'est-à-dire qu'on doit économiser 75 milliards d'importation, vous imaginez les conséquences, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de plastique, il n'y a plus de voitures à moteur thermique, il n'y a plus de camions, il n'y a plus tout ça. On décide, les Chinois l'ont mis dans leur plan là dernièrement. 2050, ils n'auront plus de pétrole. Et nous, l'Europe, elle planifie la fin des centrales à charbon en Pologne en 2050. Mais les centrales à charbon, on vient de les fermer, nous, en France. Donc on va attendre encore 30 ans avant d'imaginer. Mais il y a une responsabilité par rapport à votre génération.
en 2080, c'est-à-dire dans 60 ans, on sait qu'il y a à peu près un tiers des terres émergées qui ne seront plus respirables par la montée de la chaleur et de l'humidité. On le sait. Donc c'est ça qui se prépare. Donc vous allez avoir 2,5 milliards d'êtres humains qui sont condamnés soit à mourir sur place, soit à fuir. Et où vont-ils aller? Donc nous allons avoir, et dans toute la ceinture équatoriale, donc nous allons avoir un chaos planétaire auquel on va devoir faire face. Alors, quand on lit les conséquences de cela, on peut l'arrêter. Il faut supprimer 51 milliards de tonnes par an d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut qu'on arrête le pétrole et le gaz. Alors comment on fait? Donc la génération qui est la vôtre, c'est pour ça que je suis venu vous parler, parce que ça m'intéresse de discuter avec vous et de voir votre réaction, elle a ça en tête, il y a une angoisse métaphysique que j'appellerais celle de Greta Thunberg, il y a une inquiétude qui est justifiée. Et donc moi, ma génération, c'est de faire en sorte qu'on prenne les bonnes décisions pour préparer ce futur-là. Donc moi, je suis pour qu'on fasse un plan de suppression du pétrole en France. Ça s'appelle la planification. Donc le monde libéral est en train de s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra plus tolérer un système économique destructeur de ressources naturelles qui fonctionne sur la base de l'usage des fossiles, et on ne pourra plus imaginer une société qui a un avenir pour les générations existantes, et donc elles se révolteront contre les choix des conservateurs, de ceux qui veulent rien changer. Alors je vous donne un exemple. Pour supprimer le pétrole en France, il faut soit qu'on installe 36 000 éoliennes, aujourd'hui il y en a 8 000 en France, vous avez vu, le paysage est déjà hérissé, eh bien il faut en installer 36 000 supplémentaires, ou construire 17 centrales nucléaires. Donc vous allez être obligé d'accepter le nucléaire, par exemple. Parce que vous n'allez pas pouvoir, vous allez avoir la révolution partout à cause d'éoliennes qui d'ailleurs ne tournent que 20% du temps. Il y a d'autres sources d'énergie renouvelables qui ne sont pas intermittentes. Lesquelles? La marée motrice, la géothermie. Trop petit pour l'instant. La biomasse. Très petit. Ça ne fait pas le pétrole, ça. Ça ne remplacera pas le pétrole. L'hydrogène, il y a un plan hydrogène dans le plan de relance? Non, parce que l'hydrogène, pour produire l'hydrogène, il faut beaucoup de pétrole. Ouais, en effet. Bon courage. Monsieur Montebourg, j'aimerais, pour aller vers la fin de l'interview, vous poser encore une question. Déjà Vous posez encore une question sur l'état de la gauche aujourd'hui. J'en discutais avec le sénateur socialiste Rémi Cardon, je vous mettrai le lien ici, qui parle de... Il est où, monsieur Cardon? Le lien de la vidéo sera quelque part. Qui nous parlait d'une social-écologie, qui serait l'avenir de la social-démocratie. J'aimerais aussi avoir votre avis sur des thématiques ou disons des mouvements idéologiques qui sont aujourd'hui en France, qui constituent une certaine partie de la gauche, pas forcément la gauche du Parti socialiste ou la gauche que vous avez représentée ou incarnée, des gauches intersectionnelles, antiracistes, qui amènent sur le terrain du débat public le blackface, on l'a vu avec une pièce d'Eschyle à la Sorbonne, on a la polémique à l'UNEF à Grenoble, on a la traductrice aux Pays-Bas de cette poétesse noire qui, elle étant blanche, a été critiquée parce qu'elle aurait traduit quelqu'un qui n'était pas de sa couleur de peau. Ces thématiques-là, on en parle de plus en plus en France. Quel est l'avenir de la gauche? Une social écologie? Comment appréhender ces thématiques-là? Bon, écoutez, moi je ne m'intéresse pas tout à fait à l'avenir de la gauche, je m'intéresse à l'avenir de la France. Voilà. La gauche a trahi sa mission historique, qui était d'équilibrer les excès du capitalisme mondialisé et financier. Ils n'ont rien fait. Donc elle a disparu dans sa formule actuelle. Mais ça, c'est la gauche anticapitaliste, la gauche peut-être communiste, marxiste. Il y a d'autres formes de gauche pour lesquelles aujourd'hui l'ennemi, c'est plutôt l'homme blanc. Non mais excusez-moi, le sujet, la marge de l'histoire, c'est pas les races. Il n'y a qu'une race au monde. Donc moi je refuse la racialisation du débat. Je ne vois pas en quoi être blanc ou noir change la situation de votre état de pauvreté. Si vous êtes pauvre et blanc ou pauvre et noir, bah vous avez les mêmes intérêts. Et si vous êtes riche et puissant noir ou riche et puissant blanc, bah vous avez généralement les mêmes intérêts. Et il y en a des deux côtés. Bon, donc pour moi, il n'y a pas
de problèmes de couleur de peau qui pourraient réduire le débat public. Que le racisme existe, oui, on le combat depuis suffisamment longtemps. Mais ressortir finalement tous ces débats nous empêche de voir l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est une société qui est en train d'éclater parce que 1% des patrimoines sont en train de recueillir 80% de la richesse. Ça, c'est le fait majeur. Et le deuxième, c'est que ce système-là est mort pour les raisons que j'expliquais précédemment. C'est qu'il ne peut pas être soutenable, il ne peut pas durer. Donc, la question, c'est comment on organise la société. Voilà. Et donc, pour organiser la société, on ne va pas l'organiser selon une vision raciale. Je ne crois pas. On va l'organiser selon une vision universelle. Voilà. Donc, pour moi, ce sont des débats qui restent, j'allais dire, à côté de l'essentiel. Et c'est la raison pour laquelle la gauche se minorise. Parce qu'elle ne s'intéresse pas au partage fondamental de la valeur et de la richesse dans ce pays. Quand est-ce qu'on paye mieux les gens qui travaillent, qu'ils soient blancs ou noirs? Alors après, le partage de la richesse, c'est les raisons pour lesquelles on a eu ce grand mouvement des Gilets jaunes. Et dans le mouvement des Gilets jaunes, vous avez des gens qui bossent dur et qui disent « Moi, le 15 du mois, le mois est terminé, je ne peux pas vivre de mon travail. » Ce mouvement a donné lieu à des cahiers de doléances. Eh bien, allons dans les cahiers de doléances. Dans les cahiers de doléances, on parle de référendum, comment moi, citoyen, je peux participer à la reprise du pouvoir qui m'a été volé. Et deux, on parle des salaires, des fins de mois, de la condition des femmes seules. Et donc, il n'y a pas de débat, il n'y a pas les débats dont on parle à gauche. Donc moi, j'invite la gauche à aller lire les cahiers de doléances. Il y a eu 2 vagues de cahiers de doléances. Il y a eu 1789 et 2019. Et c'est la grande majorité des Français, ça. Donc c'est là que se situe la majorité politique du pays, elle est là, et elle n'est pas entendue. Et donc le débat public doit se focaliser sur les problèmes de la majorité, qui d'ailleurs est silencieuse, mais de temps en temps se réveille et se fait entendre. Monsieur Montebourg, pour aller vers la fin, qui souhaiteriez-vous voir assis à votre place dans cette interview politique? Alors, il faudrait que vous interrogiez Alexandra Ocasio-Cortez. Vous pensez qu'elle viendrait? Bien sûr. Elle serait ravie de découvrir Paris. La dernière question, la question classique de toutes nos interviews, que vous évoque la phrase « trace tes contours », qui est le credo de notre média? Trace tes contours. Qu'est-ce que ça m'évoque? D'abord, c'est très poétique. Merci. Et ça évoque la limite de la recherche du sens, c'est qui nous sommes, et quelle est la différence. Donc s'il y a un contour, c'est que nous ne sommes pas liquides, nous sommes solides. Si nous sommes solides, c'est qu'on ira loin. Merci Arnaud Montebourg. Merci. J'espère que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire ce qu'elle vous a inspiré, à la partager autour de vous, à la relayer. Et puis, on se retrouve mardi prochain pour une prochaine interview politique. Ciao.